Voilà, j'ai l'impression que tout le monde est arrivé. Merci d'être venu en nombre ce soir pour parler de ce projet qu'on va vous exposer aujourd'hui. Alors, c'est une réunion d'information préalable. Ça veut dire qu'on est au point zéro de la procédure et même pas tout à fait zéro puisque certains d'entre vous ont déjà assisté à une première réunion. Alors, avant toute chose, on va évidemment introduire cette soirée. Je vais vous rappeler juste quelques règles pour qu'une RIP se passe bien. Donc, moi, je m'appelle Olivier Coll. Je suis animateur à la RTBF. Et puis, le soir, parce que je m'ennuie un peu, je viens dans pas mal d'endroits animer des réunions d'information préalables. Et mon seul but, c'est que tout le monde se parle. Dans le respect, que tout le monde ait la parole, que vous ayez le temps pour dire ce que vous avez envie de dire, de poser les questions que vous avez envie de poser, de faire en sorte aussi d'orienter l'étude d'incidence environnementale qui aura lieu. Et pour ça, il faut d'abord pouvoir se taire, c'est-à-dire écouter ce qui va vous être proposé. Ça va durer un peu parce que le projet est assez complexe. Là, vous prenez des notes, vous écoutez, vous charpentez les questions, les observations que vous avez. Et puis, plus tard dans la soirée, vous aurez évidemment tout le temps de livrer tout ce que vous avez envie de livrer ce soir pour influer sur le projet, pour poser des questions pertinentes, pour avoir des réponses à des questions que vous avez par rapport à ce qui vous a été évoqué ce soir. Je dois vous préciser aussi à ce stade-ci que on est enregistré au niveau sonore, au niveau vidéo également pour la première partie, donc celle qui est la présentation, et que ça a office de procès-verbal. Donc tout ce que vous allez dire ce soir, c'est pour ça qu'on a pris vos coordonnées complètes à l'entrée de la salle, et je vais d'ailleurs inviter les messieurs, dames qui arrivent encore de bien vouloir s'inscrire sur la table à l'arrière. Merci. Dès que vous prendrez la parole, sera donc valeur de procès-verbal. Cette procédure, je vais vous la rappeler très très souvent pendant la soirée parce qu'on est obligé de le faire, de le refaire et d'encore le refaire. Donc déjà, mon excuse pour le côté rébarbatif de cette répétition. Et il y aura un petit feuillet d'ailleurs qui vous rappellera le moyen de pouvoir continuer à vous exprimer. Si vous n'avez pas envie de prendre la parole ce soir, c'est possible aussi de le faire par écrit. Avant toute chose, j'aimerais accueillir Jean-Jacques Maty, qui est donc le bourgmestre de Ramilly et qui va nous faire un petit mot d'intro sur cette soirée qui nous rassemble avec beaucoup de citoyens dans la salle d'ailleurs, monsieur le bourgmestre. Oui, voilà, donc merci monsieur Coll. Moi, ça fait super plaisir de vous voir si nombreux. J'ai compté rapidement, vous êtes plus de 70. Donc ça montre l'intérêt des Ramillois. Donc, je vois beaucoup de riverains directs avec le projet Croix de SB. Le conseil communal est pratiquement au complet, le collège au complet. J'ai des membres de la CCATM aussi présents, du conseil des aînés, de la CLDR. Donc il y a vraiment une implication magnifique de nos Ramillois, de tous les Ramillois. Alors le projet Croix de SB, il a déjà fait couler beaucoup d'encre. On en a déjà parlé, on a déjà eu des réunions. Donc on a voté lors du dernier conseil communal notre PST, programme pour les années à venir, pour la législature. Et ce point fait partie du PST. Donc voilà, c'est développer le projet Croix de SB. Comment? Mais ça, comme disait monsieur Coll, on est au tout début du projet. On va vous présenter un master plan qui peut évoluer. N'hésitez pas à poser vos questions. On est là pour les écouter et essayer d'y répondre. Alors on sera accompagné du bureau OPA qui s'occupera de l'étude d'incidence. Okay. Nous avons la présence aujourd'hui de l'INBW, de l'APIBW et de la province. Beaucoup de monde qui s'exprimera d'ailleurs ce soir à tour de rôle pour chacun sa partie du dossier, évidemment. Alors, bien sûr, le périmètre, vous le connaissez. On vous le rappelle quand même, on est sur le site de la gare de Ramilly, la Croix de Ramilly, et on va rentrer dans le vif du sujet directement en vous rappelant d'abord pourquoi on est là ce soir. Alors, d'abord, il faut bien vous expliquer le projet, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui discutent de ce projet, donc toujours on commence par ça, on vous explique quel est vraiment le projet, et parfois vous allez avoir des surprises de vous dire c'est pas vraiment ce que j'avais compris a priori. On va donc vous expliquer le projet. On va vous permettre ce soir de porter des observations, de poser des questions, d'influer sur l'étude d'incidence environnementale qui va être menée, de mettre en évidence des points particuliers, c'est important, de présenter aussi des alternatives. Si vous avez une idée en disant tiens, il faudrait peut-être pas faire ça mais faire ceci, vous pourrez le faire aussi dans la partie où vous aurez la parole, dans la partie questions-réponses. Et puis, important, on est à l'instant zéro d'une procédure officielle. Donc aujourd'hui, en ce 14 octobre, il y a des délais qui vont commencer à courir. Notamment le délai des 15 jours qui est affiché ici, voilà, et où vous pourrez continuer à faire des observations. Donc si, quand vous rentrez chez vous, vous êtes dit
J'ai oublié de dire ça, mais c'est important pour moi. Vous écrivez à la commune et à l'auteur de projet, avec une copie à l'auteur de projet. Les adresses sont sur un feuillet qui est sur la table à l'arrière. Vous en aurez tous un en repartant. Et si d'autres personnes qui n'ont pas assisté à la réunion et que vous allez informer demain ou après, eh bien là aussi, ce délai de 15 jours leur permettra à toute personne touchée par le projet de s'exprimer et d'envoyer les recommandations qui seront aussi ajoutées au procès-verbal et qui donc seront soumis au bureau OPA qui s'occupera de l'étude d'incidence environnementale qui doit donc tenir compte des observations qui vont être faites ce soir et faites dans les 15 jours qui arrivent. Ça me semble assez évident. Ce délai, on va vous le rappeler encore et encore évidemment ce soir. Et puis là maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire d'abord, avant de vous présenter le projet, vous expliquer en quoi va contenir cette étude d'incidence environnementale. Et pour ça, c'est Renaud Dalle du bureau OPA qui prend la parole. Bonsoir Renaud. Bonsoir, donc moi je prends la parole uniquement un petit mot d'introduction. Donc OPA, c'est un bureau d'architectes, d'urbanistes et de paysagistes qui sont associés autour d'un projet commun qui est d'améliorer le cadre de vie. En gros, on est une vingtaine, on est situé en province de Liège, du côté de Verviers, et on travaille dans toute la région wallonne, et on est aussi agréé pour réaliser des études d'incidence sur l'environnement, uniquement dans le secteur de l'aménagement du territoire et des développements immobiliers. Aujourd'hui, je suis accompagné de deux personnes, donc Janelle Piedboeuf, qui est géographe urbaniste et qui travaille chez nous depuis déjà quelques années, et Mervé Ordec, qui est là et qui est stagiaire chez nous et qui est toujours pour l'instant en cours d'études à la faculté de l'Université de Liège en géographie et urbanisme. Mais je vais laisser la parole à Janelle qui va vous expliquer le rôle de l'étude d'incidence et ce que ça va contenir. Janelle, je vous donne également la petite zapette pour piloter le PowerPoint. Voilà, le petit bout, la petite flèche vers la droite, tout à fait. Bonjour à tous. Donc du coup, moi, je vais vous présenter qu'est-ce qu'une étude d'incidence. Donc déjà, une étude d'incidence, ici, elle est faite parce que nous avons un permis d'urbanisme sur un projet qui est plus grand que 2 hectares. Donc dès qu'un projet d'urbanisme est plus grand que 2 hectares, il est directement soumis à une étude d'incidence qui, lui, est régi par le Code de l'environnement. Le Code de l'environnement, nous demande de faire une réunion d'information publique au préalable, et c'est pour ça que, du coup, nous sommes ici aujourd'hui. L'autorité compétente pour ce projet, c'est le fonctionnaire délégué et du coup du SPW territoire. Et donc, du coup, l'étude doit obligatoirement être réalisée par un bureau indépendant et agréé par la région wallonne. Et comme Renaud vient de vous le dire, nous sommes du coup agréés pour la réalisation d'études d'incidence. Alors nous ici, nous sommes à la première partie, donc c'est-à-dire que nous sommes à la réunion d'information. On va directement commencer l'étude d'incidence juste après cette réunion, donc dès demain on pourra commencer la rédaction du document. On va du coup intégrer vos remarques à la population et ça, encore une fois, on vous le répète que c'est important d'avoir vos retours car une grosse partie de l'étude d'incidence répond à toutes vos questions et les prend en compte. Ensuite, du coup, l'étude d'incidence, son but, c'est qu'elle va mettre des recommandations sur le projet. En fonction des recommandations qui vont être mises en place, elles vont être intégrées dans les conclusions de l'étude d'incidence et après dans du coup, le projet ici qui va vous être présenté par la suite. Ça fera le dépôt d'une première demande de permis. Et puis ensuite, il y aura une enquête publique. Donc une enquête publique, elle est obligatoire lorsque il y a une étude d'incidence qui est faite. Donc ici, l'enquête publique, vous avez 30 jours pour consulter les documents et voir aussi dans quelle mesure l'étude d'incidence aura impacté, quelles recommandations on aura faites pour améliorer le projet qui, du coup, je vais vous l'expliquer par après, mais le but est de vraiment réduire au maximum les incidences négatives sur l'environnement. Et puis après, ensuite, on aura du coup encore les remarques de la population qui seront faites. On aura l'instruction administrative du dossier et puis alors l'autorité compétente pourra donner sa décision sur le projet, avec aussi l'avis du pôle environnement, du SPW, du CCATM, etc. Comme je viens de le dire, nous, le but, c'est d'évaluer les impacts sur le projet afin qu'il soit le moins négatif possible, donc sur l'environnement, mais pas seulement, parce que l'environnement, souvent, on le prend du côté physique du territoire, mais nous aussi, on parle du cadre de vie des riverains, de la santé, etc. Donc ça triple rôle.
c'est un rôle d'outil d'orientation pour le promoteur, un outil d'aide à la décision pour les autorités et un outil d'information donc, pour vous, les citoyens. L'étude prend toujours 3 parties. Donc d'abord, on a une première partie qui est tout ce qui est analyse existante de droits et de faits du territoire. Donc analyser à l'heure actuelle comment se compose le territoire. Après, on a du coup une description de l'ensemble des modifications. Donc quand le projet va être mis en place, quelle incidence il aura sur l'environnement. Et ensuite, en fonction de ça, il y a une partie qui propose des solutions concrètes en fonction des impacts qui ont été mis en avant. On étudie toujours sur 3 gros milieux. Donc le milieu physique, tout ce qui est climat, qualité de l'air, sol et sous-sol, eau de surface. Tout ce qui est milieu du coup, biologique, faune, flore, habitat, site Natura 2000, site de protection, etc. Et en milieu humain, qu'on n'oublie du coup jamais le contexte socio-économique, le paysage, le cadre bâti, le patrimoine, évidemment la mobilité, les infrastructures, aussi voirie, impétrants, énergie, eau, etc. Bruit, sécurité, santé humaine. Pour les différentes échelles utilisées, donc on va partir parfois sur des zooms ici à l'échelle du projet, donc par exemple qui vont considérer que les parcelles au sein du projet, donc par exemple qui sont ici mis en avant, mais en fonction de ce qu'on étudie, on partira aussi sur différentes échelles, parce qu'évidemment, ici, nous avons un périmètre de projet, mais l'étude d'incidence, elle ne va pas étudier que ce qu'il y a à l'intérieur du périmètre, elle étudie si c'est par exemple la typologie du bâti sur le quartier environnant, et à chaque fois, on peut étudier sur des échelles différentes. Ici, c'est une carte sur l'axe de ruissellement des concentrés et l'accumulation des flux, donc pour étudier la gestion des eaux, par exemple. Mais aussi, on peut étudier à l'échelle communale en fonction de ce qu'on étudie. Donc ici, c'est les secteurs statistiques et on voit que le projet se situe, par exemple, ici dans le secteur statistique qui est le plus dense au sein de la commune. Mais pour la mobilité, pareil, ce sera à une échelle évidemment plus large que juste le périmètre du projet. D'ailleurs, ici, on voit l'accessibilité à large échelle, même avec les communes environnantes. Et voici, du coup, je vais passer la parole pour la présentation du projet. Exactement, et on va accueillir l'échevin de l'aménagement du territoire, c'est Daniel Burnotte. On va d'abord parler, je crois, un peu de l'historique, monsieur l'échevin, de ce que ce projet a déjà derrière lui finalement, parce qu'on parlait de l'instant zéro, mais il y a déjà longtemps dont on en parle. Oui, je pense qu'effectivement, une série de gens qui ont déjà assisté à des séances de présentation se rappellent de l'historique. Mais cet historique, il est effectivement important, puisqu'on est part de 2018 où on nous annonce la vente du terrain par la SNCB. Le terrain, ce n'est pas la totalité des parcelles concernées ici, puisque certaines se sont rajoutées par la vente de riverains à la PIBOE de parcelles complémentaires. Mais le terrain SNCB est celui qui est directement derrière la gare et qui est le principal. Qui est en zone blanche, effectivement, c'est pour ça que ça dépend au niveau de la décision du fonctionnaire délégué. Cette vente en 2018 se faisait aussi avec l'obtention et l'autorisation par la commune de construire 47 logements sur ce terrain-là. Ça, c'est ce qui a permis à la SNCB, effectivement, de valoriser son terrain, puisqu'il avait un certificat d'urbanisme disant « je peux y construire et je le vends à un promoteur immobilier pour y construire 47 logements ». En même temps, s'est passée la vente de l'achat du bâtiment de la gare, qui était un privé à ce moment-là, et où la commune s'est adressée à l'APIBOE en disant « mais nous sommes intéressés par ce bâtiment-là parce qu'il fait partie du patrimoine de la commune. C'est un bâtiment que vous connaissez tous. Je pense que ça vaut la peine de garder une main publique sur ce bâtiment-là. » Et on a demandé à l'APIBOE, qui avait plus grande facilité que nous de déposer une offre rapidement aux propriétaires privés, d'acheter ce bâtiment. Ce qui a été fait, et la PIBOE a effectivement pu déposer une offre qui a été acceptée par le propriétaire et est devenu donc propriétaire de ce bâtiment-là. On lui a dit continuons. Puisqu'on a ce bâtiment-là, mais qu'on sait qu'il y a un projet derrière avec effectivement 47 logements, nous ne souhaitons pas nécessairement n'avoir que du logement dedans. On veut maîtriser ce projet, ne pas le laisser aux mains d'un promoteur privé. Et donc, achetez également ce terrain-là si vous avez la possibilité de le faire, et on construira ensemble alors un autre projet qui serait mieux adapté aux envies et aux besoins des habitants de Ramilly. Ce qui a été fait puisque la PIBOE a également remporté cette offre-là et a pu acheter le terrain. Et de là, donc, s'est créé, avec la province, Céline Béoué et la PIBOE,
des premières discussions qui sont rentrées en même temps dans le cadre du SCOTCH, schéma de cohésion territoriale mené par la province, mais ça, ils l'expliqueront après en quoi ça consiste. Nous sommes partis sur une enquête socio-économique, des séances d'information et des ateliers participatifs en 2022. Je rappelle que l'enquête qui avait été faite via un toute boîte d'abord, une annonce dans le Focus et sur les réseaux sociaux, a recueilli près de 180 réponses, dont une majorité qui était avec des suggestions de projets à développer sur cet espace-là. En 2023-2024, on a eu un premier master plan. On verrait qu'il a déjà un petit peu évolué aujourd'hui après les premières présentations qu'on a eues. On a lancé la réflexion aussi sur ce qu'on appelle un tiers-lieu, j'y viendrai après. Une série d'acteurs locaux rencontrés, des groupes de travail avec des entrepreneurs. Et dans les enquêtes socio-économiques, on a eu à 2 reprises 2 réunions d'entrepreneurs, une dizaine d'entrepreneurs chaque fois, disant « Nous, on est intéressés, on manque de place à Ramilly dans nos endroits là où on travaille et on souhaiterait. » Alors, rapidement, de mémoire, c'était effectivement une menuiserie, c'était des métiers de la communication qui voulaient se rassembler, c'était des espaces de coworking, des laboratoires de technologie. Il y avait une série de propositions, de l'aromathérapie, quelqu'un qui est un artisan qui travaille le bois, qui voulait avoir une vitrine pour pouvoir présenter ses pièces, etc. On dit, tiens, donc il y a un intérêt d'entrepreneurs à un moment donné pour pouvoir développer un espace où ils pourraient présenter, valoriser leur travail et en même temps pouvoir un espace pour avoir des bureaux, des contacts avec d'autres entrepreneurs, etc. D'où l'idée de partir, et c'est là qu'on a commencé les discussions avec l'INBEWI, sur une petite zone d'activité, ce qu'on appelle une micro-zone d'activité économique artisanale. Ça veut dire des petits halls destinés à des entrepreneurs de Ramilly, mais qui peuvent être ouverts aussi à d'autres selon les demandes et les besoins que l'on a. Voilà. Et puis on arrive en 2024 et 2025 avec la modification du premier master plan qu'on va vous présenter aujourd'hui et la poursuite de la réflexion sur le tiers-lieu. On a fait des visites à l'extérieur d'autres endroits de tiers-lieu avec un quart et une vingtaine de personnes qui sont allées voir comment ça fonctionne par ailleurs, les questions qu'il faut se poser sur la rentabilité, l'animation économique de ces lieux-là, etc. Et l'intégration, j'y viendrai aussi, du projet de Croix de SB dans le programme de développement rural, puisque la Commission locale de développement rural a décidé d'en faire une première convention qui devrait être soumise au Conseil communal du mois de janvier. Mais j'en parlerai un petit peu plus loin aussi. Et merci pour le rétroacte sur ces 7 ans déjà de projets autour de ce site de la gare, ce projet de la Croix de Ramilly. On a parlé de la province et de ce mot scotch qu'on va expliciter un petit peu. Je vous demande d'accueillir maintenant Marie-Caroline Van der Meer de la province du Brabant Wallon. Voilà, allez-y, parce que la province est aussi partie prenante finalement dans ce projet. Oui, donc en fait, le projet qui nous concerne ce soir s'inscrit dans un projet plus vaste qui s'appelle la Croix de SB. Donc en fait, le projet de la Croix de SB, c'est vraiment de pouvoir développer des lieux de travail en milieu rural et qui sont connectés en fait au réseau de mobilité douce pour répondre à la fois à des défis de mobilité, de développement économique, mais également de logement. Donc l'idée, c'est vraiment d'identifier des lieux accessibles en mobilité alternative à la voiture qui peuvent être développés pour de l'activité économique, comme M. Burnod l'a rappelé, à destination finalement des populations locales, pour leur permettre de travailler près de chez elles en parcourant les distances les plus courtes possibles et, quand c'est possible, avec des alternatives à la voiture. Et donc, en fait, le projet Croix de SB couvre les 7 communes de l'Est du Brabant Wallon. Donc, il y a eu un schéma qui couvre ces 7 communes qui a été réalisé par un bureau d'études pour justement identifier les sites les plus adéquats. Donc, il y a une trentaine de sites qui avaient été analysés. Au final, il y en a 18 qui ont été retenus. Ils sont tous localisés donc, le long des réseaux cyclables. Et alors, pour ces 18 sites, il y a à chaque fois eu des fonctions identifiées comme prioritaires selon les besoins. Donc, on parle d'activité économique, mais ponctuellement, il peut également y avoir du logement, il peut y avoir des équipements collectifs, il peut également y avoir des fonctions agricoles. Quand on parle d'un projet, ce n'est pas forcément urbanisé, ça peut être tout simplement développer de l'activité agricole. Et donc, pourquoi l'Est du Brabant Wallon ? En fait, il y a eu plusieurs constats qui ont été faits quand on a réalisé un diagnostic donc, sur l'ensemble du Brabant Wallon. En fait, quoi qu'on en dise et quoi qu'on veuille, il y a une croissance démographique qui s'observe sur le territoire. Et cette croissance démographique est d'autant plus marquée à l'est de la province. On parle de 15% de croissance en 15 ans, d'ici 2035 par rapport à 2020, contre 9% pour l'ensemble du territoire provincial. Alors, à l'est du Brabant Wallon, on remarque aussi que la population est
globalement plus jeunes que dans le reste du territoire. Ce sont des couples qui s'installent, qui fondent des familles, etc. Donc ça engendre de la mobilité pour se rendre aux activités, aux écoles, pour le travail également. On voit qu'il y a une dépendance à d'autres territoires pour l'emploi. Donc il y a beaucoup de personnes qui font des navettes, que ce soit vers la capitale, mais principalement vers les pôles d'emploi dans le centre du Brabant wallon ou vers la province de Liège, notamment sur Anu. Et donc tout ça engendre en fait une augmentation de la mobilité qui est déjà à saturation aujourd'hui. Et donc voilà, c'était l'idée de réfléchir un peu comment est-ce qu'on pourrait développer des petites zones d'emploi pour les locaux et leur permettre alors de travailler plus proche de chez eux sans devoir faire forcément toutes ces navettes vers les zones les grosses zones d'emploi qu'on connaît tous en Brabant wallon. Merci à la province et à Marie-Caroline Van de Berre pour cette présentation. On va maintenant arriver dans le concret, dans le projet. Alors, on va préciser que ce qu'on vous montre ce soir, ce n'est pas des schémas, ce n'est pas des plans qui sont définitifs, évidemment. C'est une intention, et cette intention, c'est Lynn Béoué qui la porte, évidemment, et c'est Coralie Lambeau, gestionnaire d'aménagement du territoire, qui va vous présenter le projet pour lequel on est réunis aujourd'hui avec les premières vues, évidemment, de ce projet. Coralie, c'est à vous. Merci. Alors tout d'abord, je vais refaire une petite localisation du projet. Donc avec la diapo juste avant, on avait l'ensemble de l'est du Béoué avec les différents sites qui ont été repris dans le sketch. Et ici, donc, on se focalise sur le site de Croix 1 avec toujours l'est du Béoué. Et on remarque que le site est vraiment à la croisée des deux lignes de Ravel. Donc ils sont... Ah, je me suis trompée de bouton, ça va aller. Voilà, c'est la petite ligne rouge. Hein. Non, pour le pointeur. Ouais. Donc les deux lignes de Ravel qui se situent ici, avec au centre le site Croix 1, donc qui se trouve vraiment, on peut dire pratiquement au centre de la commune de Ramilly qu'on voit ici juste au-dessus. Ensuite, quelques petits éléments sur lesquels on voulait revenir. On en a déjà parlé un petit peu, mais pourquoi ce site en particulier a attiré l'attention de la province et de tous les partenaires qui sont autour de ce projet. En fait, déjà une facilité, c'est la PIBEWE, donc qui est propriétaire de l'ensemble du territoire. On a aussi la zone blanche au niveau du plan de secteur qui permet de développer n'importe quel type de projet, je vais dire, du moment qu'il est justifié et qui correspond au contexte environnant. Et aussi qu'en fait c'est déjà un site qui est urbanisé puisqu'il s'agit en fait de l'ancienne gare de triage. J'ai une petite photo ici qui reprend le site à l'époque. Et donc on remarque qu'on avait plusieurs voies de chemin de fer à cet endroit, donc c'est déjà un site qui est urbanisé. Alors maintenant je vais en revenir à l'essentiel, le master plan. Bon, pour ceux qui étaient déjà présents à la réunion qu'on avait fait en janvier 2024, il y a eu des modifications suite à vos remarques et aux différents ateliers qui ont été organisés avec la commune. Principalement, on peut dire que ça va aller. C'est à l'envers. Hop. Voilà. Décidément. Alors, donc on a en fait le Ravel existant qui se situe ici, à la bordure du champ, si je peux dire. On a le bâtiment existant de la gare qui se situe juste ici. Et la volonté, puisque c'était de se développer à proximité des Ravels, c'était de faire revenir le Ravel à l'époque où il se situait, donc vraiment à proximité de la gare. Donc, il passerait par ici. Il permettrait de remettre en avant le bâtiment de la gare et il viendrait rejoindre le tracé existant juste ici en dessous. Ce qui permet de garder l'assise du tracé du Ravel existant pour l'instant pour créer la voirie d'accès au terrain. Parce qu'une des principales volontés, c'est justement d'éviter d'engorger la place de la gare et d'amener des nouveaux véhicules à cet endroit. Donc il n'y a pas de traversée, il n'y a pas moyen de passer en voiture depuis la gare, la place de la gare sur le terrain. C'est uniquement de la mobilité douce et les secours qui pourraient le faire. Alors, sur le terrain, on a gardé le principe des 3 zones de base. Donc, on a la première zone qui se situe juste ici.
où on retrouverait un espace vert et quelques logements. Ensuite, la deuxième zone qui constitue le tiers-lieu dont la commune vous parlera tout à l'heure, qui se situe ici et qui comprend d'abord le bâtiment existant de la gare et des bâtiments plutôt mixtes qui pourraient accueillir des locaux pour des indépendants, des espaces de coworking et peut-être du logement sur les étages. Ça, c'est encore à voir. C'est l'étude d'incidence qui nous permettra de dire quel type de logement serait plus adapté sur le site. Alors ensuite, on a la troisième zone qui se situe ici, qui est destinée justement à l'activité artisanale donc, sur le site. Qu'est-ce que je peux dire? C'est que le bâtiment ici, c'est le hangar existant du site Keolis. Hein. Donc la zone qu'on propose, c'est celle-ci, qui serait composée de petits halls, comme M. Burnett vous a expliqué tout à l'heure, des petits halls à disposition des entrepreneurs locaux qui souhaiteraient disposer, par exemple, un électricien qui a besoin d'une zone de stockage pour son matériel, un menuisier, que sais-je, peut-être un chocolatier de la région, des choses comme ça. Au niveau des voiries, comme je vous le disais, donc, la voirie principale qui dessert l'ensemble du terrain se situe au sud et permet, donc on a des petites traversées secondaires qui permettent d'accéder aux différents bâtiments qui se situent à l'intérieur de l'îlot. La volonté aussi, c'était de créer une esplanade, une zone qui pourrait potentiellement accueillir des marchés couverts ou des choses comme ça au niveau du tiers-lieu. Donc c'est ceci en fait, hein, le bâtiment que vous voyez ici. Qu'est-ce que je peux rajouter? Au niveau de cette partie-ci, donc bon, ici on a mis en évidence des points d'eau. Ce sont des zones qui pourraient accueillir éventuellement un bassin d'orage ou quelque chose comme ça, en fonction de ce que les études nous permettront de mettre en avant au niveau de la gestion des eaux sur le site. Et voilà. Je pense que c'est tout pour cette dia. Alors, pour avoir un peu plus facile, on a fait quelques zooms pour y voir un peu plus clair. Donc ça, ici, on se situe sur la zone numéro 1 et numéro 2. Je ne sais pas si M. Burnett veut dire un petit mot. Oui, juste un peu préciser, parce qu'on a effectivement, nous, fait une note d'intention qu'on a transmise à nos partenaires pour dire un peu ce que nous voyions comme développement sur cet espace-là. Donc effectivement, si pour ceux qui avaient vu le premier master plan, il y avait du logement qui venait de manière beaucoup plus importante sur la zone et à proximité du pont, ce que tout le monde a considéré comme étant un peu difficile parce qu'on est très encaissé, ça posait des problèmes en termes de logement, donc on a demandé de revoir cette partie-là, d'en faire un espace vert. Alors on est bien dans une déclaration d'intention, ce ne sera pas nécessairement ce dessin-là, ce n'est pas nécessairement un parc, ça peut être autre chose. Tout ça sera déposé dans le cadre du permis d'urbanisation en précisant bien, notamment sur les bâtiments aussi, les gabarits, etc. Tout ça n'est pas aujourd'hui figé. Hein. Mais c'est vraiment une déclaration d'intention, c'est d'avoir un espace vert avec une volonté d'avoir quand même un petit peu de logements qui viennent sur une des deux parties ici, mais en transition avec les deux. Et dans la note qu'on a déposée, nous, mais je sais bien que la PIBE n'est pas toujours d'accord avec nous non plus parce qu'il dit, nous, il faut qu'on puisse revendre ces parties-là. On parlait de logement intergénérationnel ou de logement pour personnes âgées. C'était le principe parce qu'on considère que c'est là qu'il y a des besoins aujourd'hui ou des logements pour jeunes ménages à loyer modéré. Ce sont les besoins qu'on identifie les plus importants. Il est évident qu'il y a quand même un équilibre économique et financier. Donc tout ça fera partie de la discussion qu'on aura avec la PIBE sur le développement des types de logements qu'on voudrait ici, plein pied plutôt et ouvert sur l'espace vert pour des personnes âgées, et des logements plutôt intergénérationnels ou de ce type-là sur cette partie-là. On est sur un projet, et je préfère mettre là-bas haut, quitte à réduire par après, de 25 logements, 25, 30, je ne sais plus, Cédric, on était à peu près dans 25, on était sur ce nombre-là. Mais ça, c'est effectivement l'étude d'incidence qui doit dire aussi quelle est la capacité du site à accueillir, avec la possibilité d'avoir, parce que c'est une deuxième demande qui venait, et on viendra sur cette question-là du tiers-lieu et sur le devenir de la gare, c'était une demande des entrepreneurs, c'est d'avoir des petits espaces, notamment de coworking, pour pouvoir travailler ensemble, se réunir, etc. Ça peut être aussi des professions libérales avec du logement dessus, c'est à voir, mais l'idée est vraiment d'avoir une petite place ici qui viendrait avec des salles de réunion aussi. C'était une demande de Doux, par exemple, en disant, nous, on manque cruellement maintenant, la croissance de l'entreprise fait que tout ce qu'on avait prévu comme salle de réunion à l'intérieur de nos bâtiments deviennent complètement saturés et on a besoin de salles de réunion, donc on
est prêt à louer des petites salles de réunion parce que ça nous permettrait d'aller en décentralisation un petit peu par rapport à nos espaces maintenant. Voilà, salle de réunion, salle pour des formations, il y avait des besoins de ce côté-là, etc. On avait évoqué avec Odoo la possibilité d'avoir des formations en informatique avec intégration des jeunes dans leur bureau après, en termes de formation pour des jeunes. Voilà, c'est des choses qui sont sur la table et qui permettraient de créer un espace. Mais l'idée est bien, et c'est pour ça qu'on l'a appelé tiers-lieu, d'avoir un espace de vie. La volonté qu'on a eue dès le départ, c'est de dire on ne fait pas une zone d'activité économique s'il n'y a pas une animation sur l'ensemble du territoire qui permet aux gens de se rencontrer, de vivre ensemble, de passer du temps ensemble, de s'aider, de s'entraider, etc. Donc il y a une volonté et ça doit se faire en lien avec la gare, mais j'y viendrai juste après. Et donc je vais revenir sur la zone juste après. Voici un zoom sur la zone 3, donc la micro-zone d'activité artisanale. Donc comme M. Burnot l'expliquait, au niveau des gabarits, on est sur une micro-zone artisanale. On n'est pas sur un parc d'activité classique comme on peut le voir à Nivelles, à Tubize ou des choses comme ça. On est sur des gabarits beaucoup plus petits, des raies plus 1, plus grenier ou des choses comme ça, qui seront bien, je vais dire, calibrées dans un cahier des charges au moment où on avancera dans la procédure et ce sera fixé. Donc voilà. Je pense que... Très bien, maintenant on va aborder ce tiers-lieu. On a commencé tout doucement, Monsieur Burnot, à comprendre de quoi il était question. Donc c'est une zone de rencontre, une zone de vie, mais on va quand même aller un peu plus loin dans cette définition. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail non plus. Ce qui est sorti des groupes de travail qui se sont réunis à plusieurs reprises. D'abord sur le tiers-lieu, c'était un bureau d'études Ocalia qui nous a menés sur ces ateliers de travail avec différentes personnes qui s'étaient inscrites et qui souhaitaient contribuer à ce travail-là. C'est avec eux qu'on a fait les visites d'autres tiers-lieux ou pas. Je vous donne ce qui sort du groupe de travail, ce n'est pas ma position, mais c'est ce qui est sorti du groupe de travail. L'idée, c'est de dire que c'est un tiers-lieu dédié à la ruralité, à l'innovation, à la population ramilloise. C'est à la fois un lieu de vie pour les habitants, c'est bien que je dis, c'est l'espace d'animation de l'ensemble de ce site, avec des espaces de rencontre, de convivialité, intérieur-extérieur, coin lecture, coin papote, coin jeu, une offre culturelle dédiée aux habitants, un service d'aide alimentaire et un atelier cuisine pour permettre de distribuer des denrées à prix réduit. Vous savez qu'il y a notamment pour le moment l'épicerie solidaire qui développe ses activités là-bas et qui accueille plus d'une centaine de ménages au moins une fois par mois. Proposer des repas en coordination avec le restaurant voisin, 6 restaurants il y a, un programme à vocation pédagogique à destination des jeunes et des moins jeunes, économie circulaire, numérique, responsable, prévention. Un lieu d'expérimentation, ça rejoint aussi l'idée de l'innovation et de l'espace coworking ou de laboratoire d'expérimentation, où chacun peut contribuer à tester des solutions nouvelles ancrées dans notre contexte rural, au service des enjeux de transition et du projet d'aménagement du quartier, un lieu d'incubation de projets à destination des créateurs qui portent des projets au service de la ruralité. Transition, agriculture, énergie, mobilité numérique. Je vais prendre un petit exemple parce qu'il est important. Je ne sais pas si M. Paul est là, mais je ne l'ai pas vu, je ne pense pas qu'il est là. Le premier entrepreneur qui est venu nous trouver en disant « Mais moi, j'ai développé des spin-offs avec 2 universités, l'ULB et l'UCL, et ce sont des spin-offs qui développent des projets en lien avec l'agriculture. » Je suis d'une part en train de travailler sur ce qu'ils appellent des enrobants, les odeurs que peuvent avoir les corvidés. C'est bien que les corvidés, quand vous semez un champ avec du maïs, ils passent et puis après ils ramassent tout le maïs. Je développe et j'ai des contrats avec les agriculteurs pour tester. Pour le moment, on développe à partir de l'odorat un mélange de substances avec les graines qui font que les corvidés ne viennent plus parce qu'elles ne supportent pas l'odeur et le goût qui est donné par ce travail qui est fait. Et il dit, moi, si j'ai ça, si je développe un laboratoire de technologie, ça permet à des jeunes de se lancer là-dedans, de tester avec les agriculteurs. Et il y a des contrats qui existent et qui sont en cours avec les agriculteurs sur la région pour tester une série de luttes un peu différenciées par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, c'est un des exemples qui était, et donc avoir des lieux où peuvent naître de nouveaux projets ou de nouveaux produits. Et les fonctions reprises que le groupe a reprises, c'est un axe alimentaire. Il y a effectivement un grain Seto qui distribue déjà ses produits, il y a l'épicerie solidaire. L'idée, c'est de travailler. On est aujourd'hui en train de monter un projet dans le cadre des écoles avec la commune de Perouet, aujourd'hui de cuisine collective. Donc c'est en lien avec
Perouet qu'on développe les repas pour les écoles sur la région, donc sur Perouet et sur Ramilly. Et l'idée est de pouvoir avoir des cuisines qui fonctionnent sur des circuits courts, un axe social et culturel, avec des rassemblements, des animations, des diffusions de contenu, etc., des ateliers, des stages, et un axe économique et entrepreneurial qui était assez important et qui lui a été porté par des entrepreneurs, qui est hébergement et incubation de projets entrepreneuriaux connectés à la ruralité, Fab Lab, point d'accueil dédié au vélo, résidence d'artistes, espace de répétition, etc. Voilà un petit peu ça, c'est un petit schéma qui reprend l'ensemble de ces propositions. Alors, c'est évidemment le schéma idéal et de rêve. On ne mettra jamais tout ça sur l'espace qui est là, ni dans la gare de Ramilly, ni sur des espaces qui pourraient se construire ailleurs. L'idée, c'est de se donner une ligne de conduite et de voir là-dedans ce qu'on peut développer en termes d'animation par rapport à la population et en termes de création d'emplois à proximité des habitants de la commune. Ce projet a été également discuté en commission locale de développement rural. Pourquoi ? Parce qu'on a dit, avant de démarrer puisqu'on est dans un timing, vous allez voir la ligne du temps qui est assez longue, puisque les procédures sont longues dans la mise en place du projet, mais on peut commencer par la gare, puisque la gare, effectivement, elle ne demande pas de construire quelque chose de nouveau. Et donc, dans le cadre du programme communal de développement rural qui sera déposé au conseil communal probablement de janvier, la conclusion de la commission locale de développement rural qui a travaillé sur une série de projets, il y a une trentaine de projets qui ont été identifiés, c'est de proposer une première convention. Vous savez, quand on dépose un programme de développement rural qui est adopté par le conseil communal, il est envoyé à la région wallonne, il est défendu devant une instance qui considère si le travail a été bien fait ou pas, et puis il est approuvé par le gouvernement wallon. Au moment où il est approuvé par le gouvernement wallon, ça nous donne droit à des subventions, et en même temps qu'il l'approuve, il signe une première convention qui permet de subventionner le projet. Et donc, la proposition qui est faite, c'est de travailler sur la rénovation du bâtiment. Et c'est la première convention qui serait déposée, ce qui permettrait d'aller chercher jusqu'à 70 à 80%, si tout va bien, parce que ça dépendra un peu comment les budgets évoluent aussi, de subventions sur la transformation de cette gare. Au rez-de-chaussée, c'est un espace polyvalent qui peut servir pour des réunions, des émissions, un commerce éphémère, vitrine artisanale, un espace Horeca, toujours en insistant bien. Et je pense que c'est une inquiétude qui est tout à fait justifiée, que ça se fasse en collaboration avec les autres activités économiques qui existent sur la place. Il ne s'agit pas de créer de la concurrence par rapport à des choses qui existent, mais bien d'être en complémentarité. Un premier étage qui serait réservé à un espace de coworking, espace multiservice pour les entreprises ou espace commun pour les usagers du coworking. C'est un espace qui est assez grand et qui permettrait effectivement de développer un espace de coworking. Et au deuxième étage, garder un logement qui serait plutôt réservé à un gestionnaire ou un concierge du lieu, de l'ensemble du site. Voilà, ça c'est la première fiche qui doit aussi être précisée encore, mais l'intention de la commission locale de développement rural. Voilà, je vais reprendre la parole pour parler un petit peu du calendrier dans lequel on se situe avec cette date importante, celle d'aujourd'hui. Vous voyez, on l'a dit depuis le début de la soirée, même si c'est l'instant zéro de la procédure officielle, il y a des choses qui sont faites de façon informelle par le passé, avec une réunion à laquelle vous avez peut-être déjà assisté en janvier 2024. Là, on est à l'instant T, c'est donc ce 14 octobre 2025. Je vous rappelle qu'à partir d'aujourd'hui, vous aurez donc 15 jours pour envoyer des courriers aux adresses du porteur de projet Inbewe et également à la commune de Ramilly. Les adresses sont sur le feuillet qui est à l'arrière de la salle et vous pourrez tous en prendre un tout à l'heure et on vous donnera ces adresses sur l'écran également. Et puis il y a toute la procédure qu'on a déjà expliquée avec OPA. Donc vous voyez qu'avant le début de la construction, on est à minima à la mi-2031 et il y a toute une série de choses qui vont devoir se faire d'ici là. L'étude d'incidence environnementale, le dépôt du permis, vous serez à ce moment-là encore capable de pouvoir émettre des réclamations officiellement à ce moment-là, puisqu'il y aura une nouvelle consultation de la population. Voilà pour la ligne du temps envisagée, évidemment, mais on est là ensemble pour ce moment de démocratie. Vous allez commencer
à avoir la parole. Voilà pour les adresses que vous pouvez noter et que vous pourrez prendre tout à l'heure. Donc d'une part, le collège communal d'Orbe-Jauge aussi. Vous allez voir pourquoi, parce que regardez cette petite carte. La commune d'Orbe-Jauge est également impactée sur ce périmètre qui est dessiné par rapport au centre qui est la croix de SB, la croix de Ramilly. Donc les habitants d'Orbe-Jauge peuvent également envoyer des observations et donc vous pouvez le faire vous aussi.